la nuit tomba sur Nkara, une nuit lourde, épaisse, teintée de rouge. Dans les rues sombres de la capitale, un son grave se mit à résonner. Pas les tambours joyeux des jours de fête, non, c'étaient les tambours de la colère. Ceux que l'on ne sortait autrefois que pour annoncer la guerre ou la mort d'un roi. Des milliers de torches perçaient l'obscurité, dansant comme des lucioles furieuses. Le peuple avançait, une marée humaine lente et déterminée, en direction du palais. Des hommes, des femmes, des vieillards, même des enfants, personne n'était armé. Mais leur voix, unie en un chant puissant, pesait plus lourd que le plus redoutable des bataillons. Condombelle, ton temps est fini. Criait-il haine car Nkara n'a plus peur, le trône appartient à la terre. Pendant ce temps, dans la grande salle du palais, le général Condombelle marchait, seul. Des perles de sueur coulaient sur son front, ses conseillers l'avaient abandonné. Certains avaient déjà fui le pays, d'autres, plus opportunistes, avaient simplement changé de camp. Même ses officiers les plus loyaux, ceux qui lui devaient tout, ne répondaient plus à ses appels. Le chef de la garde entra dans la salle, le pas hésitant, le visage blême, mon général. Les troupes refusent de tirer sur la foule, ils disent que ce sont leurs frères, leurs sœurs, qui sont dehors. Kondo se retourna, les yeux injectés de sang, des traîtres, tout. Sa voix se brisa soudain, se transformant en un murmure étranglé. Mais mes soldats. Il s'effondra lourdement sur son fauteuil, ce trône qu'il avait tant chéri. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Il n'avait plus rien. Plus d'armée, plus de peuple, plus d'amis. Seulement ce siège froid et une peur immense qui lui glaçait les os. Dans le silence oppressant du palais, un son discret se fit entendre toc, toc. Toc, quelque part au loin, un unique tambour battait un rythme lent, solitaire. Ces vibrations se propageaient à travers les murs de pierre, comme les derniers battements d'un cœur à l'agonie. Poussé par une force inconnue, Kondo s'approcha de la fenêtre. Le spectacle qui s'offrait à lui était vertigineux. En bas, la foule s'étendait à perte de vue. Les milliers de torches formaient une mer de feu mouvante, et de cette mer montaient des chants puissants, déchirants. Au centre de la marée humaine, un jeune homme se tenait droit, un tambour sculpté entre les mains. C'était Malo Junior. Sans une once de peur, il leva les yeux vers le palais. Le général sentit son regard le traverser, une flèche silencieuse qui atteignait sa cible en plein cœur. Il murmura pour le mime la voix pleine d'effroi à Malo. « Ton sang m'accuse. Ton âme me juge. » À cet instant précis, à l'intérieur du palais, la peur qui rongeait Kondo changea de nature. Ce n'était plus la crainte d'être renversé, la peur de perdre le pouvoir. C'était une terreur plus profonde, plus viscérale, celle de comprendre enfin toute l'étendue du mal qu'il avait commis. Les portraits de lui qui ornaient les murs semblaient le dévisager. Leurs yeux, autrefois si fiers, n'étaient plus que des gouffres vides. Il se leva, chancelant, et traversa le long couloir des trophées, passant devant les reliques de ses victoires passées qui n'avaient plus aucun goût. Il s'arrêta devant une porte verrouillée depuis des années, la chambre de sa femme, disparue. Lentement, la main tremblante, il l'ouvrit. L'air à l'intérieur était lourd, immobile, comme si le temps lui-même s'y était figé. Sur la coiffeuse recouverte de poussière, une photo était posée, elle, son épouse. Souriante, tenant un petit enfant dans ses bras, leur fils morte durant la guerre civile. Une guerre que lui, Kondo, avait lui-même déclenchée pour asseoir son pouvoir. Le général tomba à genoux. Les larmes, si longtemps contenues, jaillirent enfin. Des larmes vraies, brûlantes, qui traçaient des sillons sur son visage usé. « J'ai tout voulu sauver, et j'ai tout détruit », murmura-t-il dans un sanglot. Dehors, le son des tambours s'intensifiait.
Le peuple était aux portes. Mais soudain, aussi subitement qu'ils avaient commencé, les chants s'arrêtèrent. Un silence lourd, presque surnaturel, s'abattit sur la ville. Le jeune Malo Junior s'avança seul, une torche à la main. Devant l'immense portail du palais, il posa délicatement son tambour au sol et sa voix, claire et forte, retentit dans la nuit « Nous ne voulons pas de sang, nous voulons la vérité ». Que le vieux lion sorte de sa cage et regarde ce qu'il a fait de son royaume. Ces mots, comme une onde, furent repris par la foule, non pas en un cri, mais en un murmure vibrant qui semblait faire trembler la terre elle-même. La vérité, la vérité. Dans sa chambre, quand Mbele endit, il s'essuya les yeux, se releva péniblement et marcha d'un pas vers la grande porte du palais. Ses derniers gardes tentèrent de l'arrêter, de le protéger. D'un simple geste de la main, il les écarta. « Laissez-moi, c'est mon peuple. » Les lourdes portes s'ouvrirent dans un grincement sinistre. L'air de la nuit, chaud et chargé de poussière, s'engouffra dans le palais. Le vieux général sortit, seul, baigné dans la lumière crue des torches. La foule recula d'un pas, surprise. Il ne portait plus son uniforme d'apparabardé et de médailles. Juste une simple chemise, tachée de larmes et de fatigue. Face à cette mer de visages, il leva les mains, qui tremblaient toujours. Un silence total, profond, presque sacré, tomba sur la place. Condombelle prit une inspiration et parla. Sa voix, autrefois si tonitruante, n'était plus qu'un souffle rauque. Je croyais protéger ce pays. J'ai bâti un trône de peur, et la peur m'a dévoré. Son regard trouva celui du jeune Malo, au premier rang. Si le vieux lion doit mourir, dit-il, qu'il meure en regardant la vérité en face. Puis, il fit un pas en avant, vers la foule. Personne ne bougea, pas un cri. Pas une pierre lancée, pas un coup de feu. Seulement le vent qui soufflait doucement, et le son des tambours qui reprirent leur battement. Mais cette fois, le rythme était plus doux, apaisé. Ce n'était plus un chant de guerre, mais une prière. Dans la nuit d'Ankara, un vieil homme venait de déposer sa couronne invisible. Le peuple, lui, restait debout. Non pour se venger, mais pour renaître. Et sur les murs du palais, comme un symbole, les portraits du dictateur se décrochèrent et tombèrent un à un, silencieusement, comme des feuilles mortes en automne. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer la suite de la série. À très bientôt.